Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des tops d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. L'année 2024 a été fructueuse pour Eli Lilly avec une augmentation du chiffre d'affaires de 32%, dépassant les prévisions de 4 milliards, enfin 4 milliards en supplément, en termes de chiffre d'affaires. Donc, le quatrième trimestre a été particulièrement dynamique, affichant une croissance de 45%, principalement attribuable au succès retentissant de lancement de produits tels que le Mounjaro et Zepbound. Donc, ces performances témoignent de l'efficacité de la stratégie de développement et de commercialisation de l'entreprise. Au-delà des résultats financiers, Eli Lilly a réalisé des progrès significatifs dans son pipeline de médicaments. Donc, des résultats de phase 3 positifs ont été obtenus pour plusieurs produits et de nouveaux programmes de phase 3 ont été initiés. Plusieurs approbations réglementaires pour de nouvelles indications ont également renforcé le potentiel futur de l'entreprise. Ces avancées prometteuses laissent entrevoir de nouvelles opportunités de croissance dans les années à venir. Et comme je l'ai dit ici, sur certaines vidéos, j'ai pu penser que Eli Lilly était surévalué par rapport à Novo Nordisk. On ne peut pas tirer ce genre de conclusion si on ne les compare pas en termes de structure de coûts. Et si on ne regarde pas également le pipeline de produits présentement en étude, surtout au niveau de la phase 3. Je rappelle ici qu'entre la phase 1 et l'approbation, il peut se passer plusieurs années. Et donc, quand on est en phase 3, on est plus proche de surtout quand les résultats sont positifs, on est plus proche de l'approbation. Donc, il faut faire attention aussi. Approbation ne veut pas forcément dire que ça va arriver l'année prochaine, mais avoir un énorme pipeline de produits en cours d'étude ici, c'est une bonne chose. Et on va parler ici d'analyse quantitative. Et je vais comparer Eli Lilly et Novo Nordisk. Vous allez voir que la structure des coûts est totalement différente. Et elle pourrait même être en faveur ici de Eli Lilly. Enfin, n'allons pas trop vite, mais voilà. Au moins, j'ai planté le décor. Donc, pour soutenir cette expansion, Eli Lilly a investi massivement dans l'expansion de ses capacités de production, allouant plus de 23 milliards de dollars depuis 2020. Au niveau uniquement pour l'expansion ici des capacités de production. Donc, cette augmentation de la capacité de production vise à répondre à la demande croissante et à anticiper les besoins futurs du marché. Parallèlement, l'entreprise a redistribué 3 milliards de dollars à ses actionnaires par le biais de dividendes et de rachat d'actions, annonçant un nouveau programme de rachat d'actions de 15 milliards. Et je rappelle ici que quand on fait un rachat d'actions, la question que vous devez vous poser, c'est savoir, est-ce qu'il est judicieux de le faire à ce prix-là? Donc, pour moi, même si le rachat d'actions renvoie ici, c'est que ça veut dire concrètement, c'est que l'entreprise pense que les actions sont sous-évaluées. Mais ça ne veut pas forcément dire que c'est vrai. Et donc, il faut faire attention, toujours aller vérifier vous-même. De toute façon, apprenez à penser par vous-même. Donc, c'est une bonne chose qu'on dépense 15 milliards pour le rachat d'actions. Donc, ces actions témoignent de l'engagement d'Eli Lilly envers la création de valeur pour ses actionnaires, ce qui est une bonne chose également si vous êtes actionnaire d'Eli Lilly. Donc la croissance d'Eli Lilly ne se limite pas au marché américain. Le chiffre d'affaires en Europe a connu une progression remarquable de 82% à taux de change constant, soulignant la forte demande internationale pour les produits de l'entreprise et le succès de ses efforts d'expansion à l'étranger. Attention, il ne faut pas que 82% vous fasse peur, ou bien que vous vous disiez « Ah, c'est énorme !» Allez-y, regardez 82% par rapport à quoi? Parce que si j'avais 1 million l'année passée et que j'ai 1 million 82 cette année, ça fait juste 82% en supplément. Pourtant, on reste sous 1 sur 1 million par rapport à la taille du marché, par rapport ici au chiffre d'affaires. Si le chiffre d'affaires est 1 milliard, vous voyez ici que ça ne veut strictement... Voilà, c'est un détail. Mais c'est juste une façon de vous dire ici, je vous encourage toujours à aller regarder les chiffres, en termes de pourcentage et en termes de volume. D'accord? Donc, cette diversification géographique constitue un atout majeur pour la stabilité et la pérennité de la croissance d'Eli Lilly. Cependant, cette trajectoire positive n'est pas exempte de contraintes. Des inquiétudes persistent quant à la pérennité des tendances de prescription pour le traitement contre l'obésité. Des discussions sont en cours pour déterminer si les attentes en matière de demande ne sont pas surestimées. Ce que je vous mentionnais tantôt sur la vidéo concernant Novo Nordisk. Donc, la gestion de la chaîne d'approvisionnement demeure également un domaine d'attention déterminant. Ces éléments nécessitent une vigilance constante et une adaptation proactive de la part de l'entreprise. Donc, les pressions sur les prix constituent un autre obstacle potentiel. Les prévisions tablent sur des baisses de prix nettes de l'ordre
donc de 5 à 10% et d'éventuels ajustements du taux d'imposition effectif pourraient influencer la croissance future du chiffre d'affaires. La concurrence croissante sur le marché des traitements contre l'obésité ainsi que les incertitudes entourant les politiques de remboursement pour les nouvelles indications et les nouveaux produits représentent également des défis potentiels. Et tout ce que je mentionne ici s'adresse également à Novo Nordisk. OK? Donc, enfin, les risques réglementaires et contentieux ne doivent pas être négligés. Les litiges en cours liés aux pratiques de compounding et la nécessité d'obtenir des approbations réglementaires pour de nouveaux produits pourraient entraver l'accès au marché et amoindrir les perspectives de croissance. Je fais exprès ici de ne pas vous expliquer c'est quoi le compounding. C'est en lien avec les pharmacies. Tapez juste pharmacie, compounding. Qu'est-ce que ça veut dire? OK? Vous êtes des analystes, vous faites du stock picking. Si Eli Lilly vous intéresse, la moindre des choses, c'est d'être curieux. OK? Donc, ces aspects juridiques et réglementaires nécessitent une gestion rigoureuse et une anticipation des évolutions du cadre légal. Donc, en résumé, les résultats de 2024 d'Eli Lilly sont prometteurs, avec une croissance financière robuste et des avancées importantes dans son pipeline de médicaments. Pour transformer ces opportunités en succès durable, l'entreprise devra gérer efficacement la concurrence, les pressions sur les prix et les risques réglementaires, tout en tirant parti des investissements dans l'expansion de sa production. En ce qui concerne ici l'analyse quantitative, et là je prends LLY, Eli Lilly, ok, et je vais faire d'abord un tour d'horizon pour faire simple, après je vais terminer avec la comparaison. Croissance des revenus, on aime ça, enfin, je pense que tout le monde aime voir une entreprise en croissance. Rappelez-vous que c'est une compagnie pharmaceutique. Tôt ou tard, on aura un ralentissement de la croissance. Comme c'était le cas précédemment. Si vous prenez ici sur une période ici de 3 ans, vous pouvez prendre 5, faites ce que vous voulez dans tous les cas de figure. Mais comme vous pouvez le voir ici, à un moment donné, quand la croissance commence à ralentir, le prix de l'action a tendance également à fluctuer de manière globale. Donc si on fait ça comme ça, bref, c'est pas plus grave que ça. On va fermer ça. OK. Donc c'était à peu près à ce niveau. Bon, j'arrive pas à le faire. Bref, vous pouvez aller vérifier de vous-même à cette période-ci. OK? Donc, on a une croissance des revenus. C'est bien. Marge brute stable ou croissante? Elle est plutôt stable. C'est également bien. Marge EBITDA stable ou croissante? On a à peu près une marge EBITDA qui est croissante par rapport à la moyenne. La moyenne, c'est 34%. Actuellement, nous avons 40%. Donc, l'entreprise est de plus en plus efficiente. Donc, tout revenu supplémentaire descend directement aussi au niveau des bénéfices opérationnels avant impôt, taxes et dépréciation, amortissement. Donc, on compare les net income et les free cash flow, histoire de voir si les deux parlent le même langage. Vous voyez ici que les free cash flow et les net income ne vont pas dans le même sens. Tout simplement parce que l'entreprise a investi le CAPEX, en fonction du revenu, il a grandement augmenté. OK? Parce que, comme je l'ai dit tantôt, l'entreprise investit massivement dans son outil de production. Parce que la demande est là. Parce que si elle n'arrive pas à satisfaire la demande, c'est en lien avec les compounding, les pharmacies. D'accord? Elle va laisser des parts de marché ici à Novo Nordisk, ce genre de choses-là. D'accord? Enfin, Novo Nordisk n'est pas dans le compounding pharmacie, mais Imsen, par exemple, en a grandement bénéficié. Donc, on revient ici. Donc, vous pouvez voir ici que le free cash flow a augmenté. Enfin, la dépense en capital par rapport à la moyenne. Je pense qu'en moyenne, en termes de CAPEX sur le revenu, c'est souvent aux alentours ici de 6%. J'arrondis. Actuellement, nous avons 11%. Ce que j'aimerais également montrer, c'est la recherche et développement, la R&D, par rapport au revenu. Vous allez voir que Eli Lilly, on a une dépense par rapport, on a un CAPEX par rapport, enfin, la recherche et développement par rapport au revenu de plus en plus croissant. Enfin, vous allez vous dire sur les dernières années, c'est plutôt stable. Hein, mais ce que je vais vous montrer, c'est si on prend en comparaison une compagnie comme Novo Nordisk, voilà, Novo Nordisk, NVO, je vais prendre ça comme ça. Vous voyez qu'en termes de dépenses en capital, Novo Nordisk dépense 14% de ce qu'il rapporte en termes de chiffre d'affaires. Bien sûr, ça a augmenté sur les dernières années. Mais vous pouvez voir ici que Novo Nordisk dépense 2 fois plus.
Ce qui veut dire que Novo Nordisk peut avoir des marges équivalentes. Je dis bien équivalentes. Enfin, Eli Lilly peut avoir des marges équivalentes aux marges ici de Novo Nordisk. Novo Nordisk a des marges de 34%. Eli Lilly a des marges d'à peu près, disons, je prends ça en médiane. Hein. Simple. On fait ça. Boum. Eli Lilly, on fait ça. Voilà. Ah non, non, c'est pas ça que je voulais faire. Non, 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 non. Je vais mettre ça ici. Voilà, on fait ça. Boum. Et je ferme ces deux éléments. Qu'est-ce que vous observez ici? Si je prends disons les 5 dernières années, nous avons 21% en termes de marge pour Eli Lilly, 33% en termes de marge pour Novo Nordisk. On a une différence à peu près de 12%. Le 12%, il provient d'où, les amis? Vous l'avez deviné, n'est-ce pas? La dépense en capital est 2 fois plus élevée chez Eli Lilly par rapport à Novo Nordisk. Je ne dis pas ici que si vous dépensez plus, vous allez avoir tendance à trouver plus de formules, plus de médicaments. Non, ça ne marche pas comme ça. Il y a des entreprises qui ont dépensé 1 milliard et qui ont eu tendance à trouver des blockbusters, donc des médicaments ici qui peuvent générer un chiffre d'affaires supérieur à 1 milliard. Enfin, dépenser 1 million ou 2 millions, moins de 100 millions ici et générer et pouvoir produire ici des blockbusters. C'est possible. Donc faites attention. Mais c'est une façon de montrer. C'est ce que je voulais montrer surtout, c'est que Eli Lilly pourrait avoir le même niveau de marge bénéficiaire que Novo Nordisk. OK? Elle pourrait juste réduire le revenu, comment on appelle ça? En réduisant la recherche de déploiement par rapport au revenu ici, ça pourrait résoudre le problème. OK? Et quand je regarde au niveau de l'industrie, de manière générale, ça c'est Johnson & Johnson. Ensuite, nous avons quoi? AZN, AstraZeneca, dépense énormément également en termes de recherche et développement par rapport au revenu. Vous pouvez prendre Sanofi. Faites attention, il faut toujours aller regarder la moyenne du secteur d'activité. Après, vous pouvez vous faire vos propres moyennes ici. Mais vous remarquez que sur les dernières années, on a une accélération ici des dépenses liées à la recherche et développement. On peut prendre également Pfizer. Pfizer, c'est ça. Donc, quand on regarde bien, on reste généralement en dessous des 20%. Or, Eli Lilly est à 24%. AstraZeneca est à 23%. Et je pense que même AstraZeneca pourrait avoir tendance à avoir de bons résultats dans le futur. Je pense qu'il y a de bonnes choses qui se préparent au sein de cette compagnie-là, même si elle n'est pas très appréciée en date de jour. Enfin, je n'aime pas le secteur des médicaments. Mais voilà, déjà en termes du prix de l'action, ça se voit qu'il y a quelque chose d'intéressant ici à aller regarder. Bref, revenons sur Eli Lilly. En prenant en compte, parce que la dépense en capital, la recherche et le développement est une dépense en capital pour les compagnies pharmaceutiques et également pour les compagnies technologiques. OK? C'est une dépense en capital. Et donc, si vous dépensez en capital moins, si vous réservez moins en termes de recherche et développement par rapport à la concurrence, c'est soit vous êtes très efficace, ou techniquement, vous êtes porté sur le court terme. Parce que fin des fins, tôt ou tard, ça finit par payer cash. Si vous dépensez moins en recherche et développement, vous allez avoir tendance ici à ne pas... vous pourrez être impacté à long terme, on va le dire comme ça. C'est comme une compagnie comme Coca-Cola qui va choisir d'investir moins en marketing par rapport à Pepsi ou bien par rapport à la moyenne du secteur. À court terme, ça va, mais à long terme, ça aura un impact sur le business. Et donc, si on doit réellement apprécier la valorisation ici de Eli Lilly, il faut garder en tête que Eli Lilly dépense bien plus que Novo Nordisk en recherche et développement. Donc, sa structure de coût est totalement différente. Ce n'est pas parce qu'elle ne peut pas faire la même chose que Novo Nordisk, mais elle choisit ici d'investir massivement pour la recherche et développement. Et si ça paye, parce que vous pouvez le voir ici, le pipeline de produits est énorme. Donc, ça a l'air ici de payer, on va le dire comme ça. Donc, si je garde le même raisonnement que j'avais tout à l'heure, je ne paierai pas plus de 15 fois les bénéfices 2027 sur Eli Lilly. Donc, ça me dirait, je dirais ici, mais Eli Lilly, le prix actuel n'est pas intéressant. Mais la structure de coût est totalement différente. Et donc, il faut peut-être l'apprécier
différemment. OK? Donc, si vous devez l'apprécier différemment, à vous de faire à peu près ce travail-là. Moi, personnellement, je suis bien plus proche de Novo Nordisk me connaissant, mais Eli Lilly peut avoir une croissance bien plus élevée. OK? Mais dans le monde du médicament, 1 plus 1 n'égale pas forcément 2. Et donc, c'est pour ça que je dis, si Eli Lilly m'intéresse, aux alentours ici en dessous des $500, commençons déjà par là. OK? Avant d'aller regarder autre chose. Maintenant, si vous êtes très optimiste, ce qui pourrait être le cas sur Eli Lilly, l'optimisme pourrait être ça pourrait vraiment se réaliser, les attentes pourraient vraiment se réaliser. Le prix actuel n'est pas mauvais, mais ce qui veut dire qu'on devrait ne pas aller avec une grosse partie de notre portefeuille parce que là, on essaie déjà de guesstimer. Nous sommes à 25 fois les bénéfices. 25 fois les bénéfices, c'est vraiment quelque chose d'énorme par rapport au secteur d'activité. Oui, la croissance vient avec, etc. Mais si on se projette un tout petit peu dans le futur, et encore, il ne faut pas se projeter dans le futur n'importe comment ici, il faut déjà voir quel type de produit on vend, quelles sont les ventes attendues ici à long terme, bref. Une sorte de petite guesstimation. Moi, je prendrais à peu près une quinzaine de pourcents. 15% même, c'est beaucoup. Je dirais, à 15 fois les bénéfices, voilà, on sera à peu près à $700. Oui, c'est ça, $700. Si je garde à peu près les attentes, enfin, l'estimation des attentes des analystes, en prenant en considération 15 fois les bénéfices, le prix actuel est juste correct. Et le but du game est de ne pas perdre d'argent. Donc, s'il faut investir entre Eli Lilly et Novo Nordisk, que si je suis obligé de le faire, mais que j'ai le choix en termes de pondération de mon portefeuille, je pourrais mettre plus d'argent sur Eli Lilly, sur Novo Nordisk, à savoir 1% et plus. Et sur Eli Lilly, ça sera moins de 1%. Ça sera 1% et moins. OK? Juste pour que vous ayez l'image. Mais tout en reconnaissant que Eli Lilly pourrait avoir la même... Si Eli Lilly gardait à peu près la même structure de coût que Novo Nordisk, essayons de jouer à ce jeu-là. Chose que je ne vous recommande, de toute façon, je ne vous conseille rien du tout. Je ne vous recommande pas de le faire. Donc, on va le faire comme ça. Novo Nordisk, on va prendre ici margin des net income. On a du 23%. Et, NVO, on a combien? On a du 35% par là. OK, on va faire simple. Je vais prendre les revenus attendus. OK. Revenus attendus. En N plus 3. On s'attend à 70 milliards par là. 70. Non, qu'est-ce que je raconte? 70 fois 0,35, donc 35%. Multiplié par... Enfin, si on a 25 fois les bénéfices, ça donne combien? Ça donne à peu près 600 milliards par là. OK? Et vous pouvez voir quand même avec le fameux 600 milliards divisé par le nombre d'actions revenus. Et 25 fois les bénéfices, c'est beaucoup. Shareholder, le nombre d'actions, share outstanding, on a combien en termes de non-actions? On a 500 millions d'actions, donc divisé par 500. Oh non, c'est pas ça. Divisé par 0,5. Ah non, je pense qu'il y a une erreur sur le calcul. Non, c'est pas ça. C'est 612,5 divisé par... enfin, multiplié par 1000, première chose. Divisé par 500, ça sera plus facile. Ça donne à peu près $1,225 l'action. Il y a quelque chose qui ne fonctionne pas dans ce calcul-là. Pourquoi? Parce qu'on a une capitalisation boursière de 700 millions ici. Et quand je calcule, je ne peux grosso modo, si je me place à 70 milliards fois 35 milliards ici de revenus, ça donne 24 milliards. Si je le mets à 25 fois les bénéfices, on tombe à 612 milliards en termes de capitalisation boursière. Or, ici, on a 578 milliards. Ça n'a pas de sens. Je pense et pourtant, on est à 865. Donc, il faut faire attention avec le calcul que je vais prendre ici. Bref, on va le laisser, mais vous comprenez le principe ici. OK? Donc, le principe est simple, c'est que si on veut à peu près mettre le même niveau de marge bénéficiaire que nos concurrents, et voilà, c'est 900 millions d'actions, excusez-moi. C'est moi qui ai mal lu. Divisé par 0,904. Voilà, ça donne 677. Donc, même en extrapolant un tout petit peu, on trouve quelque chose de moins élevé.
Et donc, il faut faire attention. OK? Il faut faire attention. Les attentes sont très élevées déjà sur Novo Nordisk, sur Eli Lilly. OK? Mais si Eli Lilly arrive encore à avoir des marges bénéficiaires de plus en plus élevées, ça pourrait être une bonne... Ça pourrait être une bonne chose à long terme. Bref, la prudence est de mise sur Eli Lilly. Mais en termes d'expansion, en termes de possibilités de croissance, je pense que Eli Lilly a bien plus de croissance attendue par rapport à Novo Nordisk. Mais comme je l'ai mentionné ici, je me base sur les différents médicaments en phase 3, etc. Mais ça ne veut pas forcément dire qu'on aura des blockbusters ou des choses comme ça. Bref, c'est un secteur assez complexe. C'est pour ça qu'il faut toujours avec prudence ce secteur d'activité, ne pas essayer de le choper quand tout le monde s'intéresse, enfin quand la hype est à des niveaux assez élevés. OK? Vaut mieux le prendre à 15 fois les bénéfices. Même si vous prenez en considération une certaine croissance, tant mieux. En tout cas, ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Comme d'habitude, je me réserve royalement le droit de me tromper. Un like, un abonnement, un commentaire, ça fait toujours plaisir. N'oubliez pas, en lien dans la description de la vidéo, vous avez la Top Newsletter ainsi que le service Top Premium. D'accord? Donc, pour ceux qui veulent nous rejoindre, bienvenue. Merci. Au revoir.